pour les gens qui connaissent Trois-Rivières, je suis né dans le quartier Notre-Dame des Sept Allégresses, donc le quartier Sainte-Cécile, le quartier de la Wabasso, donc à l'ombre de l'usine, à l'ombre de la Wabasso. Et quand j'étais jeune, moi aussi, comme la plupart des gens de mon quartier, la destination qui nous était réservée, au sens fort du terme, c'était d'aller travailler à l'usine. Il n'y avait aucun livre à la maison. C'était... on peut difficilement s'imaginer ce que ça représentait pour des jeunes qui voyaient que tout était tracé pour eux. Et la Révolution tranquille a peut-être permis ça au moins, de faire en sorte qu'on ouvre davantage l'accès avec tout ce que ça peut impliquer. Mais il y en demeure pas moins qu'en lisant dans Un témoin de l'homme ce passage d'une entrevue avec Fernand Dumont, j'ai été très touché par ceci. Il parle d'une grève qui avait affecté son père travaillant comme ouvrier à la Dominion Textile, à Montmorency. J'avais quoi, 10 ans? Je me souviens que tous les midis, j'allais porter à l'usine le dîner de mon père dans une chaudière de granit, que j'ai d'ailleurs conservée. Elle est sur mon bureau à la maison. Un midi, j'arrive à l'usine et tous les ouvriers sont dehors. Alors mon père me remet la chaudière en me disant « Rapporte ça, je mange pas ce midi, puis dépêche-toi de rentrer à la maison, parce qu'ici, il va se passer des choses. » Évidemment, c'est ce qu'il ne fallait pas dire à un garçon de 10 ans. Je me suis donc éloigné un peu, et là j'ai vu les ouvriers en masse défoncer la porte du bureau de l'usine où se trouvait le président de la compagnie. Ce fut une véritable émeute, absolument extraordinaire. C'est l'un de mes souvenirs d'enfance les plus frappants, les plus étonnants. Et quiconque a pu assister, étant jeune, à une grève de longue durée, où on sait à quel point ça pouvait être extrêmement difficile, je vous assure que moi, quand j'ai lu cette chaudière de granit, il y a plusieurs souvenirs d'enfance qui sont remontés à la surface, et c'est un passage qui m'a particulièrement touché dans l'œuvre. Maintenant, dans l'ouvrage de Serge, cette fois, j'aimerais vous lire la rencontre de Serge comme étudiant à l'université avec Fernand Dumont, professeur. C'est tiré donc de La distance et la mémoire, et le chapitre L'origine d'un livre. Donc Serge assiste à un séminaire donné par Fernand Dumont à l'Université de Montréal. Et donc, lui qui enseignait, comme vous le savez, à l'Université Laval, donc il est à l'Université de Montréal, il donne ce séminaire, et voici ce qu'écrit Serge. J'aimerais d'ailleurs souligner une chose, c'est drôlement bien écrit. Et c'est un réel plaisir, un grand bonheur de lecture que de lire cet essai sur une pensée quand même qui est complexe et pas du tout évidente à saisir d'une première lecture. Serge écrit « Dire que j'ai du mal tout au long du séminaire à suivre ses exposés, à déchiffrer le sens des métaphores dont il émaillait son propos, à me faire une idée un tant soit peu précise de ce qu'il entendait, par exemple, par l'ombre de l'anthropologue ou l'absence de l'homme, relève de l'euphémisme. Mais pourquoi, encore une fois, y suis-je malgré tout resté? Pourquoi me suis-je obligé à écouter des heures durant des propos pour moi sibyllins, plongés dans une sorte d'hébétude inquiète? N'étais-je pas au fond comme hypnotisé par la puissance intellectuelle qui se déployait sous mes yeux? Ce qui m'impressionnait par-dessus tout, je crois, ce qui a laissé en moi une empreinte indélébile, c'était de me retrouver pour la première fois en présence d'un être habité par sa pensée. Fernand Dumont offrait en effet le spectacle d'un engagement intellectuel total. Il était la personnification même de ce que Hannah Arendt a appelé un penseur passionné, un pensée passionné, qui prend son essor comme passion à partir du simple factum de l'être né dans le monde. Habitué par le soi-disant esprit de sérieux universitaire à opposer la raison et la passion, l'esprit et la vie, le pensée passionné de Dumont exerçait sur moi, comme sur les autres étudiants sans doute, une étrange fascination.
Plutôt que de nous servir un savoir livresque et formaté, il prenait le risque de penser devant nous, administrant ainsi la preuve tangible qu'il existait une vie de l'esprit qui pouvait être une véritable aventure. Or, de quoi la jeunesse a-t-elle le plus soif, sinon d'aventure? L'origine d'un livre, donc le chapitre de Serge Quentin, et cette idée que je trouve très belle de dire, bon, je ne saisissais pas tout, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus à quoi je devais avoir accès. Et je me souviens, moi, comme professeur de littérature, un jour, premier cours, l'étudiant ne me connaît pas, je ne le connais pas, je m'apprête à parler, il vient tout de suite à ma rencontre, puis il me dit, « Monsieur, je dois vous dire que j'ai un TDAH, donc je ne vous écouterai pas. » Et je trouve ça vraiment extraordinaire comme prémisse. Et je me suis vu obligé de lui dire, écoutez, c'est un point de départ, ça ne peut pas être le point d'arrivée. Si c'est le point d'arrivée, autant partir. Tous les deux, nous allons perdre notre temps. Mais c'est un point de départ. Donc il faut tenir compte, bien sûr, de ces difficultés-là, mais on ne peut pas en faire des obstacles à jamais insurmontables. Il y aura des efforts de votre côté et il y en aura de mon côté. Mais sans effort, nous n'arriverons strictement à rien, ni vous, ni moi. Et donc, c'est cet effort, Denise Bombardier le soulignait, de lecture qu'a fait notre ami Serge Quentin. Alors, maintenant que je vous ai lu cet extrait de Serge, j'aimerais vous lire, avant de vous présenter François Dumont, un extrait de la préface de Jacques Beauchemin. Et Jacques Beauchemin qui prendra la parole tantôt et qui nous présente le livre de Serge. De nombreux livres, mémoires, thèses et articles portant sur l'œuvre de Fernand Dumont ont été publiés du temps de son vivant et depuis son décès survenu en 1997. D'autres, il faut l'espérer, le seront dans les années qui viennent, étant donné son importance. Mais, ajoute Jacques Beauchemin, on ne verra plus d'ouvrage tel que celui que l'on s'apprête à lire. On ne lira plus d'essais d'interprétation de l'œuvre de Dumont aussi vaste que celui-ci, aussi érudit et d'une telle puissance d'évocation. Toute l'œuvre de Dumont s'y trouve à la fois déployée, expliquée et mise en perspective. Aucun des thèmes qui l'ont inspiré ou préoccupé n'est négligé. Ils s'enchaînent les uns aux autres dans une admirable chorégraphie dans laquelle se forme au fur et à mesure que progresse la lecture le sentiment d'une pensée extraordinairement cohérente. On en ressort avec l'impression d'en avoir saisi l'ampleur, mais surtout ce que l'on pourrait appeler son économie générale. L'auteur explore en profondeur l'appareil conceptuel de la pensée dumontienne. Mais s'il nous fallait saisir en un seul mot ce qui ressort de cet essai d'interprétation, c'est l'idée de pertinence qui s'imposerait. C'est que pour Dumont lui-même, l'entreprise des sciences humaines, de la philosophie et de toutes les mises à distance de la société n'a de sens que par le projet qu'elle se donne et qui ne saurait se confondre avec une quelconque approche scientiste de l'existence. Pour qu'elle ait un sens, la visée des sciences humaines doit ou devrait se fonder sur une exigence de pertinence bien au-delà de la recherche de la vérité objective. Merci Jacques Beauchemin encore une fois d'avoir écrit. C'est un extrait de cette très très belle préface que vous avez consacrée au livre de Serge. Maintenant, Jacques Beauchemin prendra la parole sous peu. Maintenant, c'est François Dumont qui prendra la parole, fils de Fernand Dumont. Il est professeur titulaire au département de littérature, théâtre et cinéma de l'Université Laval. Je souligne deux de ses publications, un recueil d'essais, L'ombre du roman, publié chez Nota Bene en 2017, de même qu'un recueil de poèmes, Battement, publié au Norrois en 2017. Voici un extrait de ce recueil de poèmes. Si tu détournes les yeux, les confins disparaîtront. Ne resteront que les images infinies d'un songe où tu combats l'animal noir qu'il faudrait devenir pour le terrasser. François Dumont.
Oui, vous entrez parce que j'ai écrit mon petit mot. Ça va aller comme ça. C'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord féliciter Serge pour ce travail de longue haleine. Un livre rigoureux, écrit avec passion et élégance, qui sont trois qualités auxquelles mon père accordait beaucoup d'importance. Je ne suis pas un spécialiste de l'œuvre de mon père, mais j'ai souvent eu l'occasion de discuter de ses écrits avec lui, en particulier au cours de longues marches que nous faisions au bois de Coulonges, près de la maison. Lors de ces marches, en plus de me former à l'insubordination quand j'étais enfant, parce que le parc appartenait au lieutenant-gouverneur, c'était en principe interdit d'aller marcher là. Et, comme enfant, je trouvais ça très excitant parce qu'il me disait si on se fait prendre, il va y avoir une grosse affaire, puis ça va devenir public. Et c'est devenu public sans scandale, malheureusement. Donc pendant ces marches, quand je suis devenu un peu plus vieux, il me parlait souvent du livre qu'il était en train d'écrire. Et je me souviens en particulier d'avoir travaillé très fort du cerveau quand il me parlait de l'anthropologie en l'absence de l'homme, qui est un livre très difficile et que Serge présente avec beaucoup de clarté. J'ai été très impressionné par sa façon de présenter ce livre-là. Donc au cours de ces marches, mon père s'inquiétait parfois de l'allure apparemment dispersée de son œuvre. Il est vrai qu'il a abordé beaucoup de sujets et dans des registres divers. Il était à la fois essayiste, poète, sociologue, théologien, et il connaissait très bien les travaux des historiens, des anthropologues ou des économistes. Il suivait aussi de très près la politique québécoise et la politique internationale. Mais ce qui unifiait sa pensée, c'était d'abord la philosophie. Et je suis heureux que ce soit un philosophe qui se soit attaqué avec compétence à l'interprétation de son œuvre, qu'on a souvent considérée partiellement. Parce que c'est vrai que c'est un défi considérable de la considérer dans son ensemble. Mon père accordait beaucoup d'importance à la notion d'œuvre et donc à l'unité de sa pensée. Je dirais que pour lui, chaque livre, malgré la diversité des sujets ou des genres, correspondait plus ou moins au chapitre d'un même ouvrage. À la fin de sa vie, quand il était gravement malade, il ne pouvait pas compléter le programme qu'il s'était donné, mais à la faveur d'un sursis de quelques années, il aura tout de même pu récapituler dans Une foi partagée, Raison commune, La part de l'ombre et Récit d'une immigration, 4 livres qui sont parus en l'espace de 3 ans. Avec L'avenir de la mémoire, qui est paru lui aussi dans les mêmes années, ces livres constituent d'une certaine façon, faute de temps, la conclusion prématurée d'un vaste ouvrage dont Serge a si bien dégagé la configuration. Mon père désirait construire une œuvre depuis sa jeunesse. Il a toujours maintenu ce projet, mais les circonstances l'ont parfois conduit à modifier significativement son parcours. Je soulignerai d'abord le métier de sociologue, qu'il a choisi pour ainsi dire par défaut, compte tenu de l'état de l'institution philosophique québécoise d'alors. Le métier de sociologue lui aura cependant beaucoup apporté, c'est ce qu'il disait d'ailleurs lui-même. Mais son identité publique de sociologue aura un peu masqué la véritable nature de son œuvre. Le fait de vivre au Québec aussi, comme le souligne Serge et aussi Jacques Beauchemin dans sa préface, a fait en sorte qu'il est rarement entré en dialogue avec d'autres philosophes contemporains de l'étranger, à de rares exceptions près, surtout lors de ses études à Paris. Même au Québec, ses positions politiques l'auront éloigné de certains philosophes, et son appartenance religieuse l'aura rendu suspect à plusieurs. Paradoxalement, il a été très présent, en raison de ses nombreux engagements, et solitaire dans l'élaboration de son œuvre. Il n'a pas été pour autant une figure marginale, loin s'en faut, je dirais même. Dans mon enfance, j'ai assisté en famille à de très nombreuses remises de prix ou de distinctions, et au cours de mes études, je croisais souvent l'un ou l'autre de ses écrits, parfois même comme lecture obligatoire en études littéraires. Il était partout, en fait. Il m'est aussi arrivé, au cours d'une pause, lors d'un séminaire que je suivais à l'Université Laval, de me faire conseiller par un étudiant d'aller suivre un autre séminaire qu'il qualifiait d'extraordinaire au département de sociologie, donné, disait-il, par un professeur exceptionnel.
Je ne l'ai pas fait, je me suis contenté de séminaires privés à la maison, mais j'ai souvent entendu des étudiants m'exprimer leur gratitude et leur admiration à l'égard du professeur qui était aussi, excusez-moi, donc à l'égard du professeur qui était aussi et peut-être d'abord mon père. Sinon, un deuil, évidemment. Donc, il était également un intellectuel au sens fort du terme. Dans les années 60 et 70 surtout, à une époque où on demandait encore aux intellectuels d'éclairer le présent et l'avenir, on l'aura beaucoup sollicité et il aura toujours généreusement répondu aux requêtes qui venaient autant des syndicats, de l'Assemblée des évêques que du Parti québécois ou des universités. C'était assez invraisemblable le nombre d'invitations auxquelles il répondait régulièrement. Le livre de Serge montre bien à quel point les vues de mon père étaient larges, depuis les fondements épistémologiques et plus profondément, comme l'écrit Serge, éthique et politique des sciences humaines, ce qui implique la connaissance approfondie de plusieurs disciplines, jusqu'à l'engagement pour le Québec, qui était autant un engagement dans le savoir sociologique et historique qu'un engagement politique, en passant par les théologies, qu'il a étudiées toute sa vie, y compris dans le cadre d'un second doctorat tardif. Il était un peu plus jeune que moi, et ça semblait pour lui une sorte de loisir, faire un deuxième doctorat, après avoir reçu déjà un doctorat honorifique dans le domaine pourtant. Il était par ailleurs aussi à l'aise dans le monde de la littérature que mes meilleurs professeurs de lettres. On ne voit pas souvent une même personne maîtriser autant de domaines et les unifier dans une même quête. Et j'ajouterais que j'admirais mon père d'avoir intégré à sa quête, qui aurait pu être exclusivement abstraite, selon sa pente naturelle, le souci des raisons communes qui se manifestaient dans de multiples activités publiques, l'éloignant périodiquement de la réflexion solitaire, que je percevais comme la récompense qu'il s'accordait. On a souvent fait remarquer, lui le premier, qu'il avait élaboré son œuvre à partir d'une expérience personnelle, l'arrachement à son milieu d'origine. Cela ne signifie évidemment pas que ses écrits se résument à cela. Serge montre bien que l'œuvre a trouvé là un point de départ et non un point d'arrivée. Mon père y voyait une sorte de drame, mais je crois que le vrai drame aurait été qu'il en reste là. Je crois que grâce à certains modèles, grâce à ses amis, et surtout grâce à ma mère, il aura réussi à penser hors de sa propre histoire en donnant à cette prise de distance une portée universelle. Mon fils me demandait récemment ce que mon père penserait de la société actuelle, qui a beaucoup changé depuis sa mort il y a maintenant plus de 20 ans. À la fin de sa vie, mon père insistait sur le désarroi qui lui semblait caractériser l'esprit de l'époque. Je crois que ce désarroi demeure et qu'il est peut-être même accentué en raison d'une sorte de dispersion des problèmes. Je pense que la lecture de l'œuvre de mon père permet de lutter contre ce désarroi, justement en liant les problèmes entre eux, comme il savait si bien le faire, et en considérant les divers aspects de l'existence avec une hauteur dont nous avons aujourd'hui, me semble-t-il, peu d'exemples. Je crois que se plonger avec Serge dans l'œuvre de mon père, c'est d'abord faire l'expérience de cette hauteur, et j'espère que plusieurs lecteurs et lectrices auront l'occasion de faire cette expérience en lisant ce beau livre. Je vous remercie. Merci François Dumont, et puisque nous avons tous besoin d'être reformés à l'insubordination, probablement qu'il y aurait une invitation lancée à tout le monde d'aller marcher sur les terres du lieutenant-gouverneur d'ici un jour ou deux. Et lorsque François Dumont parlait du côté solitaire aussi, parce que vous imaginez bien que pour entreprendre une œuvre aussi considérable que celle de Fernand Dumont, il faut vraiment s'ancrer dans la solitude. Me remonte à l'esprit ces deux mots qu'on retrouve dans les carnets d'Albert Camus, solitaire et solidaire. Et il me semble qu'on pourrait dire la même chose de Fernand Dumont, solitaire et solidaire. Maintenant,
J'y arrive, encore une fois, ce moment est bien involontaire, mais on va s'y retrouver. J'aimerais vous lire, oui, un extrait cette fois de l'ouvrage de Serge Quentin, un autre extrait. Et cette fois, au lieu d'aller au début de l'ouvrage, nous allons vers la fin, donc les amateurs de synthèse s'en réjouiront sûrement. Alors donc, sociologue, philosophe, théologien et poète, on le sait, Fernand Dumont était profondément croyant, et je vous lis donc quelques lignes de La distance et la mémoire, l'essai où Serge Quentin évoque le sens et la portée du dernier livre de Fernand Dumont, paru de son vivant, que je vous invite par ailleurs à lire de toute urgence si vous ne l'avez pas encore fait, Une foi partagée. Qui fut le premier à qualifier, écrit Serge, une foi partagée de testament spirituel de Fernand Dumont? Peu importe, car l'expression est juste. Non pas que dans ce livre, paru quelques mois avant sa mort, Dumont ait voulu minimiser la portée proprement chrétienne de sa foi au profit d'une spiritualité plus englobante. C'est bien dans l'horizon de la spiritualité chrétienne qu'il inscrit sa foi. Sauf que, tel qu'il la concevait, et qu'il aura cherché à la vivre et à la transmettre tout au long de sa vie, celle-ci ne se confond pas avec l'adhésion à une doctrine. Citation de Dumont, « J'essaie de garder méfiance envers les dogmatismes, d'où qu'ils viennent, déclare-t-il d'entrée de jeu. Loin de procéder de quelques vérités abstraites, la spiritualité chrétienne signifiait d'abord pour lui, comme il l'écrivait encore, l'exploration hasardeuse en avant des formules dans une expérience dont les balises n'ont pas de nom chrétien. Mais qu'y a-t-il en avant des formules? Qu'y a-t-il au-delà de la théorie? Si je puis me permettre de citer les mots que Dumont écrivait de sa main dans la dédicace de l'exemplaire d'Une foi partagée qu'il m'offrit en novembre 1996. En avant des formules, au-delà de la théorie, par-delà la raison raisonnante, il y a encore et toujours la raison, celle que présupposent toutes les autres, la raison des raisons, c'est-à-dire la croyance plantée au cœur de l'expérience de la raison. Voilà pourquoi il est impossible, selon lui, de tracer une ligne de démarcation qui séparerait avec rigueur croyants et incroyants. Parce qu'il n'y a pas la croyance d'un côté et son absence de l'autre. Parce que la croyance est constitutive de l'existence. Sans doute, comme il est le premier à l'admettre, la foi religieuse ne se confond pas avec cette croyance constitutive de l'existence. Reste qu'elle n'est pas non plus la négation de la raison. Elle en confirme plutôt l'irrémédiable ouverture. Ouverture à quoi? À rien que l'on puisse d'abord nommer, à ce qui n'a peut-être été, au commencement de l'homme et du monde, qu'un long cri jeté dans une nuit sans frontières, qu'une transcendance sans nom, comme Dumont désigne encore cette ouverture. Le courage premier, n'est-ce pas d'affronter cette transcendance et les interrogations qui s'ensuivent, demande-t-il. Chrétien jusqu'au bout, fidèle jusqu'à la fin, à ce hasard transformé en destin par un choix continu, pour parler comme Paul Ricoeur, Dumont n'en était pas moins conscient que sa foi chrétienne avait perdu ses assises culturelles et sa crédibilité sociale, et que la seule foi qui puisse être dorénavant partagée est, selon ses propres mots, la foi anthropologique, la foi en l'humanité. Mais en même temps, cette foi-là ne répond-elle pas au premier et plus permanent message du christianisme, celui que, aujourd'hui comme hier, il adresse à tous les hommes et auquel, dès son essai de 1964, Dumont exhortait à l'Église de se convertir. Message qui est celui d'une religion de l'histoire, d'une religion qui, plus qu'aucune autre sans doute, assume, comme le Christ lui-même, le risque de l'histoire. Message que l'histoire elle-même se charge de rappeler au christianisme en le renvoyant impitoyablement, comme le remarque encore Dumont, d'une spiritualité apparemment acquise à des engagements qui n'ont pas de spiritualité avouée.
car c'est l'histoire humaine, dans son déroulement imprévisible, dans sa signification toujours incertaine, qui, poursuit-il, déporte en deçà des énoncés même religieux vers la foi des commencements, qui est celle de l'Évangile. Serge Quentin, donc les pages 371-372 de l'essai La distance et la mémoire. Quand je vous disais que c'était remarquablement écrit, vous n'aurez plus à me croire sur parole. Les paroles, vous venez tout juste de les entendre. Alors donc, on va se tourner maintenant vers Jacques Beauchemin, qui viendra nous adresser quelques mots. Je vous rappelle que Jacques Beauchemin est sociologue, il est professeur à l'UQAM. En 2011, il dirigeait un collectif de mémoire et démocratie en Occident, concurrence des mémoires ou concurrence victimaire. Aussi, en 2004, il publiait La Société des identités, éthique et politique dans le monde contemporain. Je vous rappelle que cet ouvrage a été réédité en 2007. Je cite ici un extrait d'un article paru donc dans Le Devoir du 6 mars 2013, où Jacques Beauchemin, avec sa verve habituelle, s'en prenait à M. Letourneau, qui avait critiqué par ailleurs un ouvrage d'Éric Bédard, ici présent. On voit que vous êtes en terrain de connaissance. Et donc, voici ce qu'écrivait Jacques Beauchemin. Et je vous dis ça parce que ça correspond bien aussi au caractère et à l'engagement intellectuel que sont ceux de notre ami Serge Quentin. Alors, Jacques Beauchemin écrit « C'est de la rencontre franche et sans détour des idées et des positions que peut surgir la compréhension de ce qui rassemble, mais aussi de ce qui nous divise. » Serge Quentin, bien même que Jacques Beauchemin, Fernand Dumont et bien d'autres nous appellent à cette franchise. Alors, merci. Merci de cette présentation avantageuse. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour accueillir la venue au monde de ce livre magnifique dont je vous parlerai dans un instant. Mais avant de le faire, j'aimerais peut-être dire deux mots de l'auteur lui-même, Serge Quentin, que j'ai le plaisir de bien connaître, je crois, avec qui j'ai, au fil des années, partagé de nombreuses complicités. J'ai eu évidemment l'occasion de lire abondamment Serge Quentin, et je pense qu'on peut parler dans son cas d'une pensée, d'une œuvre, dont on peut dire que ce qui la domine, c'est sa profondeur et sa constance. J'ai écrit dans la préface du livre que en lisant Fernand Dumont, on entend un genre de petite musique, celle des villes épuisées de la chanson de Jacques Brel. Il y a chez Serge Quentin cette même musique que l'on entend, c'est-à-dire une inquiétude persistante, permanente. Déjà en 2003, lorsqu'il écrit « Nous sommes rendus au sol », on trouve cette inquiétude liée à ces sociétés rivées au présent, sans perspective, aplati. En 2014, plusieurs années plus tard, lorsqu'il écrit « La souveraineté dans l'impasse », on retrouve cette même inquiétude, cette fois-ci sur un autre registre vis-à-vis d'un projet collectif dont il appréhende l'échec. Il y a donc chez Quentin cette inquiétude permanente qui, pour plusieurs, correspond tout simplement à du pessimisme. Il est pessimiste. Hein? On entend ça partout. Peut-être. Mais en le lisant, je vous lance le défi de le contredire. Ce pessimisme-là, malheureusement, semble généralement très bien fondé. C'est une œuvre profonde et, on l'a dit, engagée. Engagée sur le plan intellectuel. Une œuvre sans concession, ce qui est devenu rare dans nos sociétés, où l'exigence qui consiste à plaire, être dans l'air du temps, nous impose un genre d'impérium. Serge Quentin n'y a jamais cédé.
je veux parler du livre que vous lirez, livre magnifique. Non seulement parce que, on l'a dit, il est magnifiquement écrit, mais parce qu'il rétablit, je dirais, Dumont dans sa juste dimension. Nous avons l'habitude d'associer Fernand Dumont à la question du Québec, légitimement d'ailleurs. Dumont lui-même n'aurait pas récusé cette interprétation de sa pensée, mais Serge Quentin le rétablit, lui, dans sa dimension universelle. Il le met en contact, il établit un dialogue entre Dumont et les plus grands du siècle dernier. Simone Veil, Marcel Gauchet, Hannah Arendt, Paul Ricoeur et d'autres. Que cherche-t-il à faire en faisant cela? Il nous montre justement le fait que Dumont est un penseur de l'universel. Ce n'est pas un penseur dont la pensée se limite à la question du Québec ou à l'espace Québec. C'est un penseur qui nous permet, au sens fort, de penser le monde. C'est uniquement le cas des grands. Ce qu'on peut tirer aussi comme leçon de ce livre-là, c'est le fait qu'il est justement possible de penser le monde à partir d'une petite nation. C'est la grande leçon de Dumont. Dumont n'a jamais récusé son appartenance au Québec, s'est jamais fait croire qu'il appartenait, lui, à une espèce de monde désincarné, déraciné, s'est jamais exprimé au nom de l'universel absent du monde. Non. Dumont écrit à partir d'une petite nation qui est celle du Québec, et ce qu'il montre de manière exemplaire, c'est qu'on peut penser le monde à partir d'une réalité incarnée, circonscrite, enracinée, qui dans son cas est celle du Québec. Il y a une grande leçon ici. On n'a pas besoin pour accéder à la grande pensée d'échapper à ses appartenances et à ses enracinements. Dumont l'a toujours su, il l'a professé, Serge Quentin le rappelle magnifiquement. Je n'ai pas lu beaucoup de livres sur Fernand Dumont où ce lien avec la grande pensée, si on veut, hors Dumont, est aussi clairement établi. Fernand Dumont, puisqu'on parle de lui. Mes derniers mots sont dirigés vers sa mémoire. Je dirais qu'on aurait bien besoin de Dumont aujourd'hui. On en aurait bien besoin face à ces sociétés sans perspective, traversées par ce qu'il appelait une crise de la culture, sociétés dont le projet, si on peut l'appeler ainsi, se limite à un aménagement, une gestion du présent. Dumont l'aurait déploré. Il nous aide à penser ce mal. On aurait besoin aussi de Dumont dans l'espace plus circonscrit du Québec. Un Québec à la recherche de ses raisons communes. Un Québec qui voit s'éloigner progressivement l'espoir qui était, il y a longtemps, celui de Lionel Groulx, qui souhaitait qu'un jour son pays porte son âme dans son visage. C'était aussi l'espoir de Dumont. S'il était parmi nous aujourd'hui, peut-être serait-il en mesure de nous redonner l'espoir en ce projet. Et c'est pour ça qu'on aurait besoin de lui. C'est pour ça qu'on s'ennuie de lui. Et c'est pour ça qu'on va lire le livre de Serge Quentin aussi. Merci beaucoup. Bravo.